pense que le déclic, il a été au moment où je me suis dit, bah en fait, j'ai vraiment des capacités. Et moi, vraiment, le must, c'est quand j'ai vraiment dépassé ce montant-là. Je l'ai fait il y a 2 ans. Et franchement, c'est vraiment le must. On me dit, bah j'ai rapporté tout ça à l'entreprise. Quand t'as quitté au bout de 3 mois, est-ce que t'avais déjà une offre sur la table? Tu t'es dit non, ça correspond pas à mes valeurs, donc je m'en vais. Tu vois, le Loup de Wall Street. Ouais. Là, je suis pas resté très longtemps parce que c'était pas un environnement fait pour moi. Parce qu'en fait, on était dans une boîte où on plaçait plus l'aspect financier au-dessus du côté humain. Et moi, j'étais pas forcément préparé à ce genre d'entreprise. Et j'ai comblé les problématiques de l'entreprise qui avait besoin de personnes à ce moment-là. Moi, tu me parles pas d'âge. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Me parle pas d'âge. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Anthony. Donc Anthony, je l'ai connu au collège, ça doit faire il y a 14 ans. Et je crois que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça doit faire au moins 8 ans, je pense. Ouais, ça fait hyper pratiquement longtemps, 10 ans. Le temps passe vite. Ouais, Hein. c'est ça. Merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Du coup, première question, comment tu vas? Très bien, très bien. La routine, le travail va très bien également. Situation amoureuse très bonne aussi. Donc, et la santé va bien, même si malheureusement la pluie est au rendez-vous aujourd'hui. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de venir jusqu'ici pour toi, du coup. Merci encore d'être venu. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu vois, j'aime bien poser aux invités un peu comprendre quelle était leur ambition, tu vois, quand ils avaient 16 ans. Donc, pour essayer de bien comprendre, quelle était ton ambition lorsque tu avais, 15-16 ans? Quand j'avais 15-16 ans, on va dire, j'étais plus dans le cycle de l'adolescence. Ouais. Typiquement, tu m'as connu à 15-16 ans, j'étais plus derrière ma play, à parler de foot, à suivre le foot à fond. C'est vrai que voilà, l'ambition professionnelle n'était pas forcément là à ce moment-là. Peut-être parce que j'étais à un âge aussi où ça m'intéressait pas forcément non plus. Donc c'est vrai que 15-16 ans, on était au collège, si je me trompe pas. Ouais, collège seconde. Ouais, collège seconde. Donc c'était encore on va dire le cycle de la maturité qui progressait un petit peu. Je donnais ce que j'avais à donner, on va dire, en cours également. Ça fonctionnait plutôt bien. Donc en gros, j'étais vraiment à une période de ma vie où je savais vraiment pas ce que je voulais faire plus tard. C'était encore flou pour moi. Ouais, c'était plus continuer ses cours. Voilà. Et tu disais, quand j'aurai mon bac, je pourrais réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Exactement, ouais, c'était exactement ça. Je suis arrivé au bac et je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'avais pas forcément de filière attitrée que je voulais forcément faire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des études qui touchaient un petit peu à tout aussi, pour pouvoir après voir quelle porte je pouvais m'ouvrir. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais actuellement comme métier? Quelles sont les missions en lien avec ce métier? Aujourd'hui, je suis consultant en recrutement. Donc là, en fait, moi, je travaille du coup chez Adéquat, qui a du coup un groupe d'intérim et de recrutement. Moi, je fais spécifiquement que du recrutement CDI, CDD, ce qu'on appelle le placement, du coup, et sur des profils cadres et techniciens. Et en fait, pour t'expliquer un petit peu, Adéquat, ils ont un réseau d'agences donc sur l'Île-de-France. On est à peu près sur 20 points de vente. Ce sont des agences d'emploi classiques, comme Adéco, comme Manpower, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, la problématique de ces agences, c'est qu'il y a tellement de volume en intérim qu'elles n'ont pas le temps de gérer justement les postes, on va dire, qui vont nécessiter plus de recherche et qui vont avoir des statuts plus importants et où ça va vraiment prendre plus de temps. Et c'est là que moi j'arrive, parce qu'on fait ce qu'on appelle la cellule consultant. Donc moi, je suis le premier consultant qui a été attitré à cette cellule. J'ai une autre consultante que j'accompagne, que je manage également en essayant de l'imprégner vraiment de mon savoir-faire. Et moi, donc, je vais m'occuper vraiment de ce qu'on appelle ces commandes CDI, CDD sur des profils techniciens cadres. Donc, ça va. Donc là, on a le cadre. Et donc, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, qu'est-ce que tes parents faisaient, etc. Alors, mes parents travaillent dans la fonction publique. Mon père, il travaille au service technique donc de l'hôpital de La Fontaine. Donc, il va s'occuper de réparer ce qu'il y a à réparer dans l'hôpital quand il y a une défaillance. Donc, ça peut être de la menuiserie, ça peut être serrurerie, c'est assez varié. Voilà. Et ma mère, elle est adjointe administrative, du coup, toujours à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. C'est là qu'ils se sont rencontrés, du coup. Et elle travaille au service de la pharmacie. Donc, elle a un rôle plus en rapport avec la comptabilité
sur tout ce qui est liquidation donc de factures, des factures pour des médicaments, pour des produits médicaux qui vont servir du coup à l'hôpital. Ok. Et moi, je me rappelais au collège, tu vois, il y avait un changement entre, je crois que c'était la classe de 4e et la 3e, où tu vois, tu étais plus assidu en cours, tu avais des bien meilleures notes. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment peut-être tu as pris plus au sérieux les cours ou peut-être tu as voulu avoir plus d'ambition scolairement? Je pense que le déclic, il a été au moment où je me suis dit, bah, en fait, j'ai vraiment des capacités. Et en fait, j'ai un petit peu regretté quand je suis arrivé 4e, ligne 3e, je me suis dit, pourquoi j'ai pas utilisé ces capacités avant? Parce qu'avant, j'étais plus sur, on va dire, un rythme tranquille, dans le sens où je vais faire le minimum qu'on me demande et je vais pas chercher à aller plus loin. Alors que quand je suis arrivé à une phase 4e, 3e, bah là, je me suis dit, bah, il y a le brevet qui arrive. Finalement, je suis pas si bête que ça. Je suis capable de faire des choses que des premiers ou de secondes de la classe sont aussi capables de faire. La seule clé, c'est de se donner un petit peu plus, d'être un peu plus organisé également. Je me souviens qu'à l'époque, on était dans la même classe, donc tu m'as aussi un petit peu entraîné vers ce chemin. Je me souviens aussi que toi, de la 4e à la 3e, il y a eu aussi un progrès assez important également. Et je pense que ça m'a aussi poussé à me donner beaucoup plus. Il y a aussi eu des profs qui nous ont accompagnés sur cet aspect-là. Je me souviens que Monsieur Montferrand, je pense qu'on l'a connu, ce professeur assez spécial d'histoire géo. Il avait une méthode propre à lui, mais c'était une méthode qui fonctionnait en fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, donc on va dire le fin collège, tu as pris conscience de tes capacités, tu as pris confiance en tes capacités. Et quand tu arrives au lycée, c'est quoi ton état d'esprit? Est-ce que tu te dis, je vais continuer à progresser? Est-ce qu'il y a des matières qui t'intéressent plus que d'autres? Comment ça se passe ton arrivée au lycée? Mon arrivée au lycée, il était un petit peu plus difficile. Même si la seconde, je m'en étais plutôt assez bien sorti. Honnêtement, j'étais assez content. Enfin, je me souviens à l'époque, Monsieur Cherfi était en seconde. On faisait un petit peu d'écho. C'était le samedi matin. SES, exactement. J'avais plus le terme. Donc voilà, et c'est vrai que lui, il m'avait encouragé à aller en ES. À l'époque, il y avait toujours l'histoire des 3 filières. Économique et sociale, ES et S. S, je me retrouvais pas du tout dedans. Les maths, c'était pas, ou la science, c'était pas forcément mon dada. Donc, je voulais pas aller dedans. Et la filière littéraire, le français, ça va 2 secondes, on va dire. Le français, la littérature, c'était pas trop mon... Donc, je me suis dit, autant aller sur une filière qui touche un petit peu aux deux, qui les regroupe et qui, en plus de ça, rajoute l'économie également. Et en plus, je suis rentré dans une filière qui était plutôt intéressante parce qu'au final, on traitait de l'actualité. Je me souviens qu'arrivé en terminale, j'avais pris l'option sciences politiques. C'était aussi Monsieur Cherfi qui faisait d'ailleurs ce cours. Et il y avait aussi l'économie avec Monsieur Cherfi. Je crois que c'est le prof qui m'a le plus marqué, en tout cas, du lycée. Sur ça, j'ai aucun débat sur ça. C'est les moments qui m'a marqué. Et ce qui était intéressant pour venir un petit peu sur M. Cherfi, c'est qu'il croyait toujours en le potentiel de ses élèves. Et c'est vrai que moi, j'étais l'élève un petit peu timide au lycée, qui osait pas trop, qui n'avait pas forcément confiance en ses capacités. Et justement, M. Cherfi, je me souviens, il y avait les réunions parents-prof. Enfin, il avait dit, votre fils, il faut juste qu'il ait confiance en lui, et les résultats arriveront d'eux-mêmes. Et au final, il avait pas tort. Donc, si je résume, quand tu étais au lycée, tu n'avais pas forcément de projet professionnel ou tu ne savais pas vers quel métier tu allais t'orienter, mais je t'ai dit quelle matière m'intéresse le plus, où j'ai le plus d'affinité. Et surtout, il y a un professeur, tu voyais, qui croyait en tes capacités. Tu te dis, tu vas suivre son avis et ton instinct. Et donc, je t'ai lancé en ES. Donc, pour les plus jeunes, ES, c'était économique et social. C'est ça. Donc, ça va être tout ce qui va être économie, sciences politiques. Et on avait aussi un peu de mathématiques. On avait les sciences en première. Il y avait les langues anglais et espagnoles aussi. Bon, ça, c'est dans toutes les filières. Et la philosophie. En terminale, Effectivement, Et donc ça se passe plutôt bien. Et une fois que tu arrives en terminale, là, tu es obligé de faire un choix. Ah là, oui, effectivement. Donc, comment ça se passe justement, ce choix? Je suis arrivé devant l'APB. L'APB. Je cherchais le terme, merci Pierre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux vouloir faire plus tard? Et c'est vrai que l'économique et sociale, ça touchait aussi, ça me permettait aussi d'aller sur un secteur comme les RH, donc les ressources humaines. Ça me permettait aussi d'aller sur de la comptabilité ou
ou sur de la gestion des entreprises également. Donc c'est pour ça que j'ai choisi du coup un DUT gestion entreprise et organisation, et administration, pardon. Donc le GEA, parce que c'était une filière qui touchait un petit peu à tout, et je voulais un petit peu aller explorer ce qu'il y avait dedans. Alors après, je suis toujours parti avec l'idée de j'ai rien à perdre. Si au pire des cas, le DUT GEA ça me plaît pas, je pourrais toujours changer, aller sur une autre filière. Mais je voulais tester un truc qui était un petit peu généraliste au départ pour voir sur quoi après je peux me positionner. C'est intéressant. Donc là, j'étais un peu comme quand tu as choisi la ES, tu t'es dit, tu as pris un peu l'option la plus généraliste possible qui touche un peu à tout, qui t'intéresse un minimum en te disant, comme c'est large, tu vas pouvoir voir ce qui t'intéresse plus particulièrement pour pouvoir te spécialiser. Et donc, une fois que tu as ton bac et que tu commences ton année, comment ça se passe dans le supérieur? Déjà, comment ça se passe la transition du lycée au supérieur? La transition, elle était vraiment plus facile que je ne le pensais. Honnêtement, je m'attendais à être plus dans la difficulté. Après, effectivement, c'est vrai que moi, je me suis fait une raison dans le sens où si je pars sans organisation, sans préparation, je vais aller droit dans le mur. Donc c'est vrai que dès le départ, j'ai fait comme font beaucoup d'étudiants, des plannings de révision, une certaine organisation aussi. À mettre en place quand on est chez soi. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc les plannings de révision sur de telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça également. Parce que je pense que si j'étais arrivé sans organisation, je pense que je me serais planté. Très clairement. Très clairement. Et aujourd'hui, l'organisation, je pense que c'est la clé pour beaucoup de monde, même dans les études. Si on n'est pas organisé dans ses révisions, même dans son état d'esprit, dans sa tête, je pense qu'il faut être aussi bien dans sa tête si on veut réussir dans des études. Et moi, voilà, j'étais arrivé avec cette idée-là de si je m'organise, je pense que ça va bien se passer. Ok. Et durant le DUT, parce que je ne sais pas si c'est tous les DUT, mais à l'époque, c'était 2 ans. 2 ans. Et donc, vous aviez un stage en première ou en deuxième année? C'était en deuxième année. Okay. Et donc, est-ce que tu as dû faire des recherches de stage? Comment ça s'est passé justement comment tu as pu trouver ton stage en deuxième année? Alors, j'ai fait jouer mes contacts, je l'avoue. C'est vrai que voilà, j'avais mes parents qui avaient donc, le service RH donc de l'hôpital qui recherchait du coup, donc, des stagiaires. Alors après, c'est vrai que moi, je voulais pas trop qu'on trouve pour moi non plus. Donc j'étais vraiment dans cette idée de trouver pour moi-même. Donc je leur ai juste dit déposez mon CV, mais je veux pas que vous me vendez auprès du service RH, même si vous connaissez plein de personnes. Je veux qu'ils me recrutent pas parce qu'ils vous connaissent, mais parce qu'ils me veulent vraiment en fait. Par rapport aux compétences. Voilà, après c'est peut-être une question d'ego ou je sais pas, mais je voulais que ce soit de cette manière-là et pas parce qu'on m'a pistonné. C'était pas vraiment l'idée. Alors évidemment, ça m'a quand même facilité la vie, évidemment. Voilà, je vais pas dire ça a joué ce rôle de facilitateur pour trouver le stage. Et pour revenir un petit peu au DUT GEA, donc en fait, quand tu vas en deuxième année, en fait, tu dois choisir une option. Donc moi, j'ai choisi l'option RH. C'est pour ça que j'ai fait du coup un stage dans les ressources humaines par la suite. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir l'option RH? L'option RH, parce que déjà les deux options, j'étais pas vraiment dedans pour les deux. En fait, tu avais l'option comptabilité. Moi, je me voyais mal faire comptable dans ma vie. C'était pas du tout dans mon idée. C'était pas du tout dans mon idée. Et après, tu avais une autre filière qui était gestion des entreprises, qui était un petit peu un mix des deux, mais je me retrouvais pas trop dedans. Et les RH pour l'aspect ressources humaines, l'aspect comment expliquer ça en fait, le fait de pouvoir apporter quelque chose aux humains dans une entreprise. Je me suis dit, d'un point de vue moral, ça a l'air intéressant. Pourquoi pas tester? Toujours avec l'idée de se dire, bon, j'ai rien à perdre, on va voir ce que ça donne. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi du coup, l'option ressources humaines. C'est intéressant parce que depuis le collège, c'est souvent ton instinct te dire là où tu as le plus d'affinité, etc., que tu choisis, alors qu'il y en a qui vont se dire... Peut-être ils vont se dire c'est où il y a le plus de débouchés, où il y a le plus d'argent à se faire, mais toi c'est vraiment plus qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Parce que peut-être toi tu as besoin de t'intéresser à la chose pour pouvoir t'investir dedans. Okay. Donc du coup tu as fait tes 2 années de DUT, tu as fait ton stage en RH, et donc ensuite qu'est-ce qui se passe? Ensuite j'ai fait une licence professionnelle en ressources humaines. Donc là ça a été le point un petit peu final de mes études, donc c'était sur 1 an. Je l'ai fait en alternance. Et c'est là que j'ai découvert du coup donc, le recrutement. Un petit peu par hasard, voilà, je cherchais à la base un poste en RH généraliste et au final, j'ai terminé dans une agence d'intérim, du coup, qui à l'époque c'était Ergalis Médical, qui je crois a changé de nom entre-temps, mais c'était dans le secteur du médical, du coup. Ils avaient pris ma candidature, je me souviens, parce que justement, j'avais cette expérience dans le secteur de l'hôpital, donc du coup, par rapport à la connaissance des profils, c'était plus facile. Et c'est là que j'ai découvert le recrutement, du coup.
Je me souviens à l'époque, j'étais encore une personne un petit peu réservée qui n'osait pas forcément aller vers les gens, un petit peu introverti. Ouais. Et justement, le recrutement, tu es obligé d'aller vers les gens, forcément, parce que tu es obligé de les questionner, les découvrir. Et je pense que c'est ça qui a un petit peu changé ma personnalité également. Ça m'a poussé à être plus extraverti avec les gens, à plus creuser quand je vais découvrir une personne, la questionner, la questionner sur ses études, sur ses expériences professionnelles. Et du coup, forcément, ça m'a aidé. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont se dire que je suis introverti. Ce secteur-là, ça demande d'être un minimum extraverti, donc je vais pas le faire. Mais toi, je t'ai dit, même si je suis introverti, je vais quand même aller dans ce secteur-là. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, je vais quand même y aller, même si je suis introverti? Je me suis dit que, pareil, toujours avec l'histoire de l'instinct et de me dire, j'ai rien à perdre, et au pire, ça m'apportera forcément quelque chose. Parce qu'en fait, c'est j'ai l'impression que, même de manière générale, c'est quand on est au pied du mur, qu'on n'a pas le choix pour faire quelque chose, qu'on va se découvrir de nouvelles facettes de nous. Et au final, c'est des choses qui vont être bénéfiques pour nous parce qu'on va les garder pour nous. Et ça va nous développer considérablement de manière personnelle, en fait. Et justement, pour les personnes qui sont introverties, qui veulent faire du recrutement, en tout cas travailler dans ce domaine-là, ce serait quoi les conseils que tu donnerais pour justement s'ouvrir et progresser dans la capacité à justement aller vers les autres? Est-ce que tu aurais des petits tips à partager? Je dirais que si on est très vraiment introverti, pour moi, le recrutement, c'est vraiment le domaine qui va t'extravertir. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas avoir peur d'y aller, de se dire qu'on ne sera pas capable d'y arriver. Parce que c'est vrai que quand j'avais la vingtaine, tu arrives devant des personnes qui ont 10, 20 ans d'expérience. Au début, tu ne te sens pas crédible par rapport à eux parce que tu dis, je vais les questionner, mais ces gens sont plus expérimentés que moi. Mais en fait, le conseil qu'il faut se dire, c'est que c'est toi qui recrutes, c'est toi qui as un petit peu cette position de c'est moi qui dois connaître tes compétences pour te vendre chez un client. Donc du coup, tu as une meilleure posture quand tu te mets dans... Parce que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé le recrutement, je me sentais pas du tout crédible. J'étais devant des infirmiers qui ont 10 ans d'expérience, je vais pas leur apprendre leur métier, je vais pas leur dire vous savez faire ça, vous savez pas faire ça. Mais c'est au fil du temps, en s'apprégnant un petit peu entre guillemets du jargon médical à l'époque, que tu te familiarises et que là tu peux avoir cette posture de c'est moi qui vous recrute. Donc en gros, je suis là également pour vous aider. On est également là pour aider les personnes. C'est vrai que le métier de recruteur aujourd'hui, c'est un métier où tu apportes une solution à une entreprise en termes de main-d'œuvre. Donc, tu vas combler une de ces problématiques, mais tu aides aussi une personne qui est dans le besoin en matière d'emploi, qui n'a pas de travail ou qui doit changer de travail, et tu vas lui apporter un plus dans sa vie par rapport à ça. Donc, en fait, c'est de se dire qu'on va apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Non, c'est intéressant parce que ce que tu dis, même chez les vendeurs, on le dit, c'est-à-dire quand tu veux vendre un produit à un client, si tu dis je suis juste là pour lui prendre de l'argent, tu vas être dans une posture de je suis là pour l'arnaquer, j'ai peur et tout. Mais c'est vrai que quand on change de perspective, comme tu le dis, en disant je suis là pour aider la personne, pour l'accompagner, lui apporter de la valeur, c'est vrai que tu stresses moins et tu te concentres sur ça. Donc c'est vrai que c'est pertinent. Et donc tu me dis que tu étais en alternance. Déjà, comment s'est passée la recherche d'alternance? Est-ce que c'était difficile? Et comment tu as vécu cette alternance? Parce qu'avant, tu étais en stage puis cours. Et là, c'est vraiment, tu as ce côté alternance. Donc tu avais cours et entreprise. Donc comment ça s'est... L'alternance, je l'ai plutôt bien vécu. Alors la recherche, pour commencer, c'est vrai que c'était pas simple. Je sais pas si aujourd'hui c'est plus simple. Je pourrais pas te dire, je recherche pas trop, je pourrais pas te dire effectivement. Mais après, moi, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai essayé de postuler partout où je le pouvais. Je pense que quand on est un alternant, le but final, c'est vraiment de trouver une entreprise. Le must du must, c'est quand l'entreprise te plaît bien, le poste t'es vraiment dans le cadre idéal. Mais là où il faut se dire quand on est en recherche d'une alternance, c'est qu'il faut jamais lâcher. Moi, je suis arrivé avec cette idée-là de je vais rien lâcher, je vais postuler partout où je peux postuler, parce qu'il y a beaucoup d'alternants. Et je pense j'ai vu des camarades qui étaient dans le cas à ce moment-là, qui vont postuler dans les premiers temps, puis ils vont pas avoir de retour. Ils vont se décourager. Parce que c'est vrai qu'on postule par exemple à 50 offres, mais qu'on n'a pas de retour, ça peut arriver à n'importe quel être humain. On peut se dire je vais lâcher l'affaire, je vais changer d'études parce que je trouve pas l'alternance, personne me veut au final. Mais au final, il faut pas lâcher.
il faut continuer à postuler partout où on le peut. Il faut essayer de faire jouer même ses contacts, ses camarades, sa famille, tout ce qu'on peut faire jouer. Parce que si vraiment on se donne à fond pour trouver quelque chose, on finit toujours par le trouver en fait. Donc vraiment la persévérance, c'est se dire Oui, il faut persévérer. avoir des refus, c'est normal, ça fait partie du processus. Exactement. Puis on peut même se servir de ces refus pour comprendre là où ça n'a pas été. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais en recherche d'alternance, c'est que pourquoi vous m'avez refusé, pour essayer de comprendre qu'est-ce que je peux améliorer peut-être sur ma lettre de motivation, sur mon CV, sur peut-être ma manière de me présenter auprès donc, d'une entreprise. Qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que ça peut... En fait, il ne faut pas voir le refus comme un échec frontal, total, on ne va pas s'améliorer. Il faut se servir de cet échec pour comprendre pourquoi on a échoué, pour après se relever et repartir au combat. C'est vrai. Et donc, du coup, tu fais ton alternance. Et du coup, ton alternance, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et sur le domaine du recrutement? Ça m'a appris que le recrutement, c'était fait pour moi, au final. La preuve, je suis encore dans le secteur du recrutement. Ça m'a appris à être autonome également. Parce que c'est vrai que quand on est quand on est seulement en études, quand on fait en cours, on ne nous apprend pas forcément à être autonome. Ouais. Et en fait, d'être dans un emploi où tu as des missions, mais tu as des responsabilités aussi, c'est là que tu vas te dire, bon, je ne peux pas flancher là, il faut que je sache comment je peux arriver à ce niveau-là. Donc, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Enfin, je vais vraiment m'organiser. En fait, l'organisation, en fait, c'est vraiment la clé même quand on travaille. Moi, quand je suis arrivé en alternance, au début, je n'étais pas du tout organisé. Le bureau, il n'était pas du tout rangé. Il y avait des feuilles partout, plein de mails. Et c'est là, en fait, j'ai l'impression que quand on est trop débordé, c'est là qu'on se dit, bon, on met un point final. Maintenant, je vais fonctionner comme ça. Je vais faire comme ça. Et c'est là que ça commence à être mieux. Donc, je me suis dégagé du temps pour faire ce qu'on appelle du sourcing, donc du recherche de candidats, du temps pour traiter les annonces, du temps pour recevoir les candidats également, parce qu'il y avait cet aspect aussi accueil quand on est un agent d'intérim pour recevoir les candidats et déceler en quelques minutes si on peut le mettre en poste directement également. Et c'est à partir de là que on est performant sur son travail et que tout va mieux et que du coup, le responsable est content également. Donc l'organisation, ça a été la clé et c'est là que j'ai appris vraiment à m'organiser de manière professionnelle. Mais du coup, tu l'as appris tout seul ou quelqu'un t'a conseillé durant ton alternance? Les deux, les collègues. Quand on arrive, on est tout jeune, donc on ne connaît pas vraiment comment fonctionne le code du travail. Et c'est là que les collègues arrivent pour me dire, voilà, tu devrais plutôt faire comme ça. Et en gros, on s'imprègne un petit peu d'eux. C'est toujours l'idée quand on va au travail, c'est qu'on peut aussi s'imprégner ce que j'appelle les anciens, parce qu'ils ont un vécu, donc ils ont de l'expérience, on se dit qu'ils sont passés par ces moments-là, donc ils sauront te guider d'une manière ou d'une autre pour que toi, dans ton travail, tu sois réglo et que tu sois pas débordé. Okay. Donc si je résume bien, c'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation et que c'est important de pouvoir s'appuyer sur l'environnement pour dire tel collègue, il va m'apprendre à mieux m'organiser, à comprendre comment je peux mieux faire, mais il faut développer son autonomie pour vraiment... parce que c'est vrai que si on n'est qu'une charge pour l'entreprise, le responsable ne sera peut-être pas très content. Donc c'est exactement. Un peu, Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On en apprend beaucoup plus sur soi-même au final. Et en fait, il ne faut pas se dire que si dès le départ, tout se passe mal, c'est parce qu'on n'est pas capable. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'on a juste besoin de se mettre en place sa propre organisation, d'écouter les uns les autres. Et avec ces ingrédients, les choses... fonctionneront quoi qu'il arrive. Et je voulais revenir sur un point, c'est que jusqu'à présent, tu vois, tu disais, donc quand tu étais au collège, je vais aller en général, ensuite je vais en ES parce que ça m'intéresse, mais sans être sûr que dans le domaine où tu veux travailler. Ensuite en DUT, tu choisis la spécialité RH par défaut parce que tu te dis que comptabilité, c'est vraiment pas pour toi. Après, c'était truc entreprise, ça t'intéressait pas forcément. Et là, en alternance, tu as pris conscience que là, le recrutement, c'était pour toi. Et justement, sur quelle base, quel élément t'a permis de te dire « Ah là, franchement, j'ai trouvé ma voie ». Parce que c'est un peu ce que beaucoup d'étudiants cherchent, c'est se dire à partir de quel moment je peux me dire « Ah, ça, c'est pour moi ». À partir du moment où j'ai vu que de manière relationnelle, ça me développait énormément, je me suis dit « Le recrutement, c'est fait pour moi ». Parce que je me suis découvert que j'aime bien échanger avec les gens pour les conseiller en matière d'emploi, avec les clients également quand ils ont besoin du coup de main-d'œuvre, d'échanger avec eux, les découvrir, connaître ce qu'ils veulent,
leur environnement également. Et c'est pour ça que je dis, le recrutement, c'est fait pour moi, parce que ça regroupe cet aspect relation. Et du coup, le relationnel, maintenant, c'est devenu mon point fort, du coup. Et c'est pour ça que je me suis dit, le recrutement, c'est fait pour moi. Je veux rester là et continuer à progresser. Donc, si je récapitule, donc toi, tu étais en licence pro. Donc, tu as fini ton alternance. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Après l'alternance, après j'ai été dans un cabinet de recrutement, mais c'était un cabinet qui était vraiment axé un petit peu comme un peu ambiance, tu vois le Loup de Wall Street. Ouais, je très bien. Là, je suis pas resté très longtemps parce que c'était pas un environnement fait pour moi. En fait, pourquoi je suis pas resté? Alors, je suis resté du coup 3 mois. En fait, c'était un CDD qui pouvait être renouvelable. Eux, ils voulaient me garder, mais moi, j'étais pas dans l'idée de rester parce qu'en fait, on était dans une boîte où on plaçait plus l'aspect financier au-dessus du côté humain. Et moi, j'étais pas forcément préparé à ce genre d'entreprise. Voilà, j'étais plus dans l'idée d'aider les personnes à trouver un emploi. Alors, même si l'aspect financier reste quand même important dans ce secteur, hein, on doit être performant, on doit rapporter de l'argent. J'ai envie de te dire, c'est le nerf de la guerre. Mais je ferai jamais ce métier si je me dis pas que j'apporte quelque chose et de la valeur ajoutée à des personnes, à une entreprise ou à des personnes de manière générale sur leur évolution professionnelle. Ah, c'est intéressant. Mais t'as pas eu peur de dire... En fait, non, quand tu as quitté au bout de 3 mois, est-ce que tu avais déjà une offre sur la table où je t'ai dit non, ça correspond pas à mes valeurs, donc je m'en vais? Exactement. En fait, je me suis dit, je n'ai pas envie de rester parce que c'était pas mes valeurs. Donc, je suis retourné du coup. Donc, c'est là que je suis arrivé chez Adéquate. Au départ, du coup, en agence de ville. Donc, c'est l'agence de ville que tu peux croiser dans les rues. Hein. Et là, du coup, on était vraiment plus revenu à un aspect vraiment relationnel, un aspect humain qui était vraiment plus important parce que j'avais plus cet enjeu financier également qui tournait autour. J'étais plus sur la gestion de l'intérim du coup, donc c'était vraiment du volume pour des clients. On était plus sur le secteur logistique. Donc ça va être des manutentionnaires, préparateurs de commandes, coordinateurs logistiques, chefs d'équipe. Il y avait aussi un petit peu de tertiaire également. Donc ça va être tout ce qui est commerce, assistant commercial, en RH également. Et là, du coup, je me suis plus retrouvé dans cette idée-là. Alors peut-être aussi parce que la configuration était différente. On était sur une agence de ville, donc il y avait plus plus grande proximité avec ses collègues. C'est vrai que quand tu vas en cabinet de recrutement pur et dur, on est plus sur un aspect concurrentiel. On est en concurrence avec tout le monde, donc les gens se faisaient pas de cadeaux, donc c'était pas non plus mes valeurs également. Alors que là, en agence d'intérim, il y a vraiment une vraie cohésion d'équipe entre la responsable d'agence qui va du coup manager donc son équipe. Il y avait l'assistante administrative qui elle va gérer tout ce qui est contrat, saisie. Et les deux chargés de recrutement qui eux vont s'occuper de tous les postes en intérim, CDI, CDD de l'agence. Et justement, au début, tu disais que le recrutement, c'était pour toi. Et après, tu vas devenir très bon dans ce domaine-là. Donc, comment s'est passée ton évolution en termes de carrière au sein de ce secteur? Alors, au sein d'Adéquate, donc, je suis resté à peu près 3 ans sur un poste en agence de ville. Du coup, donc en charge de recrutement. Donc après, ils ont mis en place ce qu'on appelle la cellule consultant. Pourquoi ils m'ont choisi moi? Parce qu'en fait, j'avais cette appétence en agence de aussi faire beaucoup de placements. Donc c'est aussi ça qui a joué. Ma responsable d'agence aussi à l'époque m'a aussi très bien vendu également, donc, parce qu'elle sentait que je voulais aussi progresser dans mon métier, que je voulais faire autre chose tout en restant dans le recrutement. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc il y avait plusieurs personnes en lice et au final ça a été moi du coup qui a été pris pour ce poste-là. Et c'est là que du coup la cellule consultant est arrivée. Et donc du coup c'était quoi la différence entre ce que tu fais maintenant en tant que consultant et ce que tu faisais avant pour que les gens puissent comprendre? Quand en fait tu es en agence de ville, tu vas juste faire vraiment du recrutement pur et dur. C'est-à-dire par exemple typiquement tu as un client qui t'appelle. Je donne un exemple bête, le client X t'appelle, j'ai besoin de 3-4 manutentionnaires pour demain. Là, on va être vraiment sur de la gestion réactive, c'est-à-dire que j'ai déjà mes 3-4 minutes, je vais les appeler, hop, ils vont en mission demain, et ça va très vite. Là, le poste de consultant, on est sur déjà une dimension commerciale. J'ai de la relation client, donc ça peut m'arriver d'apporter aussi des clients adéquats. Je vais aussi en rendez-vous client. Tout seul la plupart du temps. J'ai aussi touché sur des postes qui sont beaucoup plus spécifiques et qui vont nécessiter beaucoup plus de temps de recherche, donc les profils cadres, techniciens.
Là, ça va nécessiter vraiment plus de recherche que je n'aurais pas eu le temps de faire si j'étais en agence sur la gestion du. Donc, en gros, je fais plus du tout d'intérim et je fais que du placement en CDI, CDD. Ok, ouais, c'est clair. Voilà. Et justement, c'est intéressant parce que tu disais que des fois, je devais apporter des clients et que tu as des rendez-vous avec des clients. Ça, on t'a pas forcément préparé à ça. Donc là, encore une fois, comment je t'ai préparé pour avoir les compétences pour pouvoir justement convaincre des clients de rejoindre, travailler avec votre agence, par exemple. Je me suis imprégné aussi de ce qu'il y avait autour de moi. Ouais. Parce que c'est vrai que j'avais toujours une très grande proximité avec la responsable d'agence qui m'a formé, qui est un petit peu mon mentor également en recrutement. Et c'est là qu'elle m'a dit voilà, des petits tips à avoir pour juste l'aspect commercial. Alors c'est vrai que le commerce, c'est pas mon cœur de métier initial. C'est pas ce que je fais le plus. J'apprécie quand même faire un petit peu de commerce de temps en temps. Mais c'est vrai que moi, le recrutement, c'est mon premier métier. C'est ce que je fais de mieux. Et moi, je suis vraiment meilleur dans ce qui est développement de la relation client. Parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement, c'est qu'une agence m'apporte ce qu'on appelle une commande CDI, CDD. Et moi, je me charge de la suite, c'est-à-dire que de contacter le client, lui poser mes questions, éventuellement le rencontrer, soit physiquement ou en visio, pour échanger sur le poste. C'est besoin pour que moi, j'ai un maximum d'informations qui puissent m'aider, moi, à trouver le profil idéal à lui proposer. Et c'est comme ça que c'est venu en fait. C'est de cette manière que les choses sont venues. Et pour être un bon consultant, là je vous ai plusieurs questions. Pour être un bon consultant, selon toi, c'est quoi les qualités les plus importantes dans ton domaine en tout cas? L'organisation. Okay, l'organisation. Quand on est un consultant, moi je vais gérer entre 15 et 20 postes en même temps. Si on n'est pas organisé, tout peut s'éparpiller et on peut ne pas réussir. Donc l'organisation c'est très important. Être discipliné sur son organisation. C'est-à-dire que moi, typiquement, je me fais en gros des plannings comme je faisais durant mes études en fin de compte, où je vais me consacrer des heures à faire que du sourcing. Donc, appeler des gens en masse pour leur proposer des postes. Mais avant ce sourcing, je m'accorde en fait ce que j'appelle des piges CV. En gros, pendant 1 à 2 heures, je vais appeler personne. Je ne vais pas décrocher le téléphone, je vais juste aller sur les sites d'emploi et accumuler les CV que je vais appeler justement après, durant ma session sourcing. Et c'est plutôt à chaque fois productif, ça me permet d'avoir beaucoup de candidats. Et il faut aussi s'accorder du temps pour prévoir les entretiens, que je fais majoritairement du coup en visio sur Teams. Et là, je me prépare du coup des créneaux également. Donc l'organisation, la discipline, il faut avoir un très bon mental également. Parce qu'en fait, on est sur un poste où on va avoir un petit peu la pression du client qui attend un retour. Donc nous, on a aussi une petite pression dans le sens où il faut que j'essaye de trouver des candidats assez rapidement, ou au moins lui montrer que je travaille sur son poste et que je lui propose et que ça avance exactement. Donc il faut aussi avoir un mental... en gros. Et également, il faut aussi avoir parce que moi, c'est aussi mon mental à moi, c'est toujours, il faut vouloir se surpasser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en restant modeste, je suis quand même l'un des meilleurs consultants adéquats au niveau national. Pour le moment, je suis toujours premier. J'espère que je ne vais pas me faire dépasser comme l'année dernière. J'étais arrivé 3e. J'étais un peu dégoûté sur 15 consultants. J'étais pas loin de la première place. Et moi, c'est toujours en fait cette idée d'aller le plus haut possible qui a fait que j'arrive à réussir. Je me fixe toujours des objectifs très très hauts que je n'ai jamais peur de dire à mes responsables. Est-ce que si j'y arrive, ça fera de moi une mauvaise personne ? Pas du tout, ça sera juste de moi une personne qui a essayé d'aller le plus haut possible en fait. Oh, c'est inspirant, c'est inspirant. Ouais, t'es un peu comme un sportif. C'est ça, c'est un peu ça. Tu vises le ballon d'or, mais si tu l'as pas, tu seras peut-être 3e. Voilà, c'est la notion, c'est un peu la notion de performance. Et c'est ce que j'essaie un petit peu d'imprégner à ma consultante également, c'est de lui dire que essaie de te surpasser, de te donner des objectifs beaucoup plus hauts que ce qu'on t'a donné, parce que c'est comme ça que tu arriveras du coup à arriver à tes fins. Ouais, c'est hyper intéressant. Et tu disais que toi, ta force aussi, c'était de nouer des relations avec les clients, notamment de long terme. Et selon toi, comment justement on peut nouer des relations de confiance et de long terme avec des chefs d'entreprise, des RH, ce genre de choses? Aujourd'hui, en fait, un client, ce qu'il attend le plus d'un consultant, c'est vraiment la réactivité et l'échange. Quand on sait qu'un client, il attend ça, faut donner le maximum sur ces 2 aspects-là. Et moi, c'est ce que je faisais à chaque fois avec mes clients. C'est en gros, typiquement, je peux les appeler à un moment de la journée pour un petit peu prendre leurs nouvelles et savoir où ils en sont dans leurs recherches, leur donner un petit peu un compte-rendu de mes recherches également. Et l'échange, vraiment, c'est vraiment le truc le plus important. Parce que si on ne développe pas l'échange avec le client, au final, il va se dire il a juste pris ma commande, il ne s'y est pas intéressé plus que ça. Donc, du coup, on ne passe pas pour une personne forcément très sérieuse.
Et moi, vraiment, c'était vraiment la clé de me dire, voilà, si je veux optimiser au mieux Mm. cette relation commerciale, il faut que je la travaille. C'est comme un tout, ça se travaille. Plus, Ouais. plus tu développes des discussions avec une personne, plus elle va s'intéresser à toi. Ouais. Et c'est comme ça que ça fonctionne. À la fin, j'ai même des clients qui finissent par me tutoyer. On se tutoie à la fin parce qu'on a tellement communiqué Ouais. que... Ah, ok. Ouais, c'est vraiment l'humain, quoi. Ouais, c'est vraiment l'humain qui est au cœur qui est la clé vraiment. Parce on est vraiment en fait sur un secteur qui est très concurrentiel. Adéquat n'est pas seul sur le marché. Il y a plus de 60 acteurs, voire beaucoup plus d'acteurs dans le secteur. Donc si on n'arrive pas à se démarquer par rapport à ça, ils iront forcément vers un autre. C'est comme ça qu'on garde les liens. Aujourd'hui, j'ai des clients avec qui je travaille depuis un moment, qui, j'ai même plus besoin de les appeler pour savoir s'ils ont des besoins. C'est eux qui m'appellent. Voilà, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'accompagner? Ils viennent vers toi, quoi. Voilà, ils viennent directement vers moi. C'est plus facile. Et justement, serait quoi l'objectif ou l'ambition? Ou si tu l'atteins, tu te dis là, franchement, j'ai comme le ballon d'or, quoi. Déjà, c'est de réussir son objectif placement à la fin de l'année. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai un objectif à 100 000 euros de placement chaque année. Ouais. Je suis plutôt bien parti, je suis déjà un peu plus de 40 000 euros, donc c'est très bien. Ah, donc, après, voilà, je m'emballe pas. L'année est encore longue, il faut... Ouais, discipliné et constant. Voilà, il faut rester discipliné, constant. C'est très important d'être régulier. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus difficile quand on fait ce métier, c'est de rester régulier. Ouais. Et moi, vraiment, le must, c'est quand j'ai vraiment dépassé ce montant-là. Je l'ai fait il y a 2 ans. Et franchement, c'est vraiment le must. On me dit, j'ai rapporté tout ça à l'entreprise. Moi-même, je suis rapporté tout ça en termes de commission. Ça m'a aussi un petit peu aidé dans l'aspect financier. Et j'ai pu aider un certain nombre de personnes à avoir une évolution dans leur vie professionnelle ou à trouver un emploi. Et j'ai comblé les problématiques de beaucoup d'entreprises qui avaient besoin de personnes à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que comme toi, l'humain, c'est important, tu te dis, si j'ai atteint mon objectif financier, c'est que j'ai réussi à aider les clients et à aider beaucoup de personnes à trouver un emploi, à trouver un bon endroit pour travailler, pour s'épanouir. Donc c'est vrai que tu dis que si les autres gagnent, toi aussi tu gagnes, quoi. Donc, c'est vrai que exactement. Puis de se voir dans le top 3 national, c'est aussi une fierté. C'est une fierté. Et quand on arrive au bout vraiment et qu'on arrive à dépasser ce qu'on s'est fixé, c'est un peu la gloire, quoi. On est content, on est heureux. Moi, ça m'intéresse. Et vu que tu es dans le domaine du recrutement, et il y aura des jeunes qui ça va les intéresser, ces questions-là. Donc là, on est en période de recherche d'alternance, où certains vont chercher de l'intérim ou autre. On va faire plusieurs thématiques. Parfois, tu es amené à regarder des CV. Pour toi, c'est quoi les erreurs à éviter, les trucs interdits à faire sur un CV? Déjà, on met pas la photo de vacances sur le CV. Ouais. On va éviter de mettre la photo avec les lunettes de soleil. Pour moi, c'est clairement éliminatoire. Ensuite, le CV qui donne beaucoup trop de détails qui sont pas forcément intéressants, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Un CV, pour moi, il faut qu'il ait déjà un titre. Pour moi, le titre, il me permet de dire, voilà, cette personne, elle recherche tel poste. Là, je peux poursuivre ma lecture. Ensuite, moi, en fonction de ce qu'on recherche, c'est vrai qu'on peut avoir une approche différente. C'est vrai qu'aujourd'hui, un alternant, s'il doit rechercher un emploi, il va plus mettre en avant ses compétences que ses expériences professionnelles, parce qu'il aura plus... Parce que c'est plus ce que l'entreprise va rechercher, c'est qu'est-ce que cette personne peut m'apporter. Donc, quand il va rechercher des alternants, il ne va pas forcément regarder les expériences que vous avez faites, mais il va regarder les compétences qu'il a accumulées durant son cursus scolaire et universitaire. Donc, si je résume, donc éviter les photos de vacances, mettre un titre pour vraiment que le recruteur puisse comprendre qu'est-ce qu'il cherche exactement comme poste, que ça colle à ce que je recherche, et les compétences. Oui. Et les fautes d'orthographe aussi. Ça, c'est éliminatoire direct, parce qu'on se dit, même si c'est un petit détail, on se dit, il n'a pas fait l'effort. Il n'a pas fait l'effort de relire vraiment son CV à fond. Et c'est dommage. C'est dommage de passer à côté d'un poste parce qu'il va manquer un S quelque part, ou qu'il y a un S en trouve même quelque part, ou qu'il y a assez truffé de fautes quand on veut juste écrire un petit peu son profil. Il faut vraiment apprendre à se relire, avoir du recul également sur son CV. Parce que c'est vrai que quand nous, on veut faire le CV, on se dit, il est bien le CV comme je l'ai fait. Mais des fois, c'est bien aussi d'avoir l'avis d'une autre personne extérieure qui va justement voir les défauts que nous, on ne peut pas voir. Et c'est ce que je conseille souvent aux alternants. C'est que si vous voulez vraiment faire votre CV, faites-le déjà tout seul. Voilà. Et faites-le regarder par 2, 3, 4, un maximum de personnes que vous pouvez,
qui pourront justement s'attarder sur les défauts qu'il y a et que du coup, vous pourrez corriger. Ok. Et donc, tu m'as dit, les points les plus importants, c'est le titre et mettre en avant les compétences. Et est-ce que le CV doit faire une page ou il peut faire 2 pages? Une page. Une page, c'est idéal. Alors après, effectivement, c'est adapté en fonction du poste. Ouais. C'est vrai que typiquement, par exemple, j'ai déjà recruté des ingénieurs. Ouais. Les ingénieurs, on est typiquement sur des profils qui vont rester en général entre 2 et 3 ans dans leur entreprise. Ouais. Donc forcément, au bout d'un moment, ça leur fait un CV qui est très très long. Mais après, voilà, c'est les ingénieurs, c'est un petit peu le fonctionnement du monde du travail. Quand ils ont terminé leur projet, que l'entreprise n'a plus rien à leur apporter, ils vont se recycler et changer. Mais c'est vrai qu'en général, je préfère qu'un CV il fasse une seule page. Ouais. Les compétences, les expériences, les centres d'intérêt, pour moi, sont assez importants. C'est vrai que souvent, je questionne mes candidats sur les centres d'intérêt, parce que ça me permet d'avoir un petit peu un point de vue sur leur personnalité, en fait. Et c'est vrai que souvent, faut pas hésiter à mettre quand on fait un sport, faut pas hésiter à le mettre. Quand on est passionné même par le foot, moi, c'est vrai que je mets dans mon CV que je suis passionné par le foot, parce que ça donne un point de vue un petit peu sur ma personnalité, ou la cuisine, ou le cinéma, peu importe. Nos compétences informatiques, il faut bien les mettre aussi à un moment donné pour que ça puisse rentrer en valeur. Et il faut aussi savoir adapter son CV au poste qu'on recherche. Typiquement, si je recherche un poste, je dis une bêtise, informaticien, là, je vais plus mettre en avant dans le CV toutes mes compétences sur différents logiciels informatiques que j'ai pu traiter et essayer de le raccorder également à ce que l'offre peut rechercher également. Donc, il faut aussi adapter. Ok, non, c'est très clair. Donc, personnaliser les CV, pas faire les mêmes CV pour toutes les offres et toujours se dire qu'est-ce que l'offre recherche. Et donc, mettre en lien... par exemple, si tu postules un truc d'informatique et un truc, je sais pas, en tant que commercial, tu vas pas mettre en avant les mêmes outils ou compétences. Oui, faut vraiment adapter. Okay. Oui, typiquement, un commercial, il va plus mettre en avant, il va mettre dans ses compétences prospection terrain, prospection en phoning, négociation commerciale, développement du portefeuille client, tout ce qui a trait au commerce. Okay. Et du coup, ça, on a vu. Et donc le CV, ça on l'a vu. Est-ce que pour toi, il faut encore faire des lettres de motivation quand on recherche une alternance? Après, c'est vrai que je ne connais pas encore les codes d'aujourd'hui pour l'alternance. C'est vrai que pour moi, pour ma part, lettre de motivation, j'ai l'impression que ça n'existe quasiment plus. Il ne demande plus. Ça n'existe plus. Moi, à la rigueur, mais je crois que je n'ai pas reçu lettre de motivation depuis... je crois que même en tant que consultant, j'ai jamais reçu de lettre de motivation. Pour le coup, ça se perd parce que la lettre de motivation, aujourd'hui, ce sont souvent déjà des choses qui sont, on va dire, trop répétitives, qui n'apportent plus d'intérêt vraiment à l'entreprise et qui ne donnent pas forcément C'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, quand j'étais en DUT, c'est vrai qu'on nous rabâchait souvent la lettre de motivation. Aujourd'hui, en tant que recruteur, je me dis, ma lettre de motivation, je la lirai même pas parce qu'elle m'apporte pas grand-chose sur le candidat, en fin de compte. C'est le CV qui est... Alors après, évidemment, ça dépend des entreprises. Des fois, il y a des entreprises qui vont demander des lettres de motivation. C'est propre à leur recrutement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, ça m'apporte pas grand-chose sur comment je peux connaître... Je préfère en fait le CV et l'échange après avec le candidat en entretien où là, je vais avoir beaucoup plus d'informations qu'une simple lettre de motivation. Ok, très clair. Donc ça, c'est fait. Et tu vois, des fois, les alternants, ils vont beaucoup utiliser LinkedIn. Est-ce que selon toi, c'est vraiment un réseau social qui permet de trouver une alternance ou au contraire, c'est plus par mail qu'il faut chercher? Non, LinkedIn aujourd'hui, c'est un outil qui est, on va dire, qui est dans l'air du temps. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont en plein développement partout. On est la preuve. Ils sont en plein développement partout. Donc LinkedIn, aujourd'hui, c'est un outil qui me sert aussi à recruter beaucoup de personnes. Les profils ingénieurs, on les trouve quasiment que sur LinkedIn, par exemple, pour donner un exemple. Et c'est vrai que moi, si à l'époque, LinkedIn avait été beaucoup plus développé, je pense que j'aurais pu rechercher une alternance sur LinkedIn assez facilement également. Et en plus, c'est presque gratuit quand il y a juste à inviter des gens dans ton réseau, à leur envoyer après un message, savoir s'ils sont en recherche. Et si on multiplie les messages, forcément, on finira par tomber sur une personne qui a besoin d'une personne, ou cette personne connaîtra une personne qui a besoin d'une personne. Et de fil en aiguille, on peut trouver du coup une alternance. Donc oui, pour moi, c'est une piste largement à exploiter, en plus des offres auxquelles on peut répondre. Et du coup, comme tu passes beaucoup d'entretiens, quand tu fais un entretien avec un candidat, qu'est-ce que tu recherches? Déjà, son savoir-être. Moi, je suis beaucoup dans l'observation de la personne, savoir comment elle se comporte, si elle a une très bonne élocution, si
si vraiment elle a un bon esprit également. Moi, voilà, je me dis toujours, s'il y a un moindre doute, j'y vais pas. On dit souvent que quand on a doute, c'est que voilà, il n'y a pas de doute, exactement. Et c'est vrai que moi, ce que je conseille beaucoup à mes candidats, parce que j'ai beaucoup croisé des candidats qui ne savaient pas se présenter, mais qui avaient un potentiel. Et moi, en fait, je retravaille avec eux leur manière de se présenter. Et souvent, les défauts qui vont ressortir chez les candidats, c'est déjà donc, parler de leur expérience, mais donner des détails qui ne sont pas forcément utiles. Typiquement, moi, je dis à un candidat, voilà, parler de sa expérience, donner 3-4 missions, pas plus, ça suffit largement. Plutôt que partir sur des missions des fois qui sont pas utiles, parce qu'en fait quand on parle trop, on finit par ennuyer son interlocuteur au final. Donc moi en fait j'arrive à les aiguiller de cette manière, je leur donne des conseils sur leur CV s'ils ont des choses à modifier également, je les prépare à l'entretien, je leur dis toujours un entretien c'est un combat et à la fin de cet entretien il faut que ce soit vous qui soyez le vainqueur de ce combat. Donc je leur dis voilà, préparer des questions. C'est vrai que moi j'ai aussi le réflexe de un petit peu faciliter leur travail dans le sens où quand ils vont en entretien, moi je leur fais déjà un mail, ce que j'appelle un mail récap, où je mets des liens sur l'entreprise pour qu'ils aillent chercher les informations. Je leur remets la fiche de poste, je leur dis en amont voilà, préparez des questions sur la fiche de poste, ayez 4, 5, 6 infos sur l'entreprise, ça montrera direct votre intérêt pour l'entreprise et que vous avez eu cette démarche de rechercher. On va pas se mentir, quand on s'intéresse à une personne, c'est un petit peu comme en amour. Quand on s'intéresse à la personne, elle s'intéresse à nous. Bah là, c'est le même principe en fait. Et donc, du coup, on va prendre les différents points. Donc, comment je peux. Donc, pour bien se présenter, tu disais il faut pas trop aller dans le détail, c'est-à-dire donner 2-3 missions. Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants pour la partie présentation? Typiquement, il faut commencer par présenter déjà rapidement son cursus scolaire. Voilà. Donc, j'ai fait telles études, bac plus 5, etc. Ensuite, on parle de ses expériences. Donc là, on va plutôt dans l'ordre chronologique, donc de la plus ancienne à la plus récente, tout en donnant les raisons pour lesquelles on peut être plus ou moins parti de telle ou telle entreprise. Parce que l'honnêteté, c'est le plus important également sur cet aspect-là. Et quand on présente ses expériences, présenter les missions qu'on fait, voilà, mais pas non plus donner des missions qui servent à rien, enfin qui n'ont pas vraiment d'utilité. En lien avec la fiche de poste. Voilà, exactement. Et essayer également, ça c'est vraiment ce que je dis à mes candidats, si vous voulez vraiment gagner des points, c'est relire la fiche de poste et donner des missions de la fiche de poste que vous avez déjà fait, parce que ça mettra forcément votre candidature en valeur en fait. Parce qu'ils vont se dire, l'interlocuteur en face va se dire, tiens, il a parlé de cette mission, justement, c'est dans la fiche de poste, donc il maîtrise potentiellement cette mission, ça peut m'intéresser. Ok, donc il y a ça. Et après, tu avais parlé de savoir-être. Le savoir-être, déjà, c'est être à l'heure à un entretien. si on n'est pas à l'heure à un entretien, moi je sais que je suis très exigeant sur cet aspect-là. Alors, à la rigueur, quand c'est en visio, je peux tolérer s'il y a un souci technique, pas de souci, je peux laisser 5-8 minutes, grand maximum, pour voir si la personne connaît. Si après je dois l'appeler et que je sens qu'elle n'était pas du tout, qu'elle avait oublié l'entretien, pour moi c'est éliminatoire direct. Voilà, je vais comprendre que c'est pas la peine de poursuivre ensemble. Si elle n'est pas capable d'être à l'heure déjà à mon entretien, elle ne le sera pas pour l'entretien client, donc c'est pas la peine. Ensuite, il faut, pour montrer un bon savoir-être, déjà, comme je dis, il faut vraiment se renseigner sur l'entreprise. Parce que déjà, ça montre qu'on a eu cette démarche, on s'est donné du temps pour se renseigner sur l'entreprise. Donc déjà, ça apporte quelque chose de positif. Il faut apporter de quoi noter, c'est très important également. Parce que montrer à son écouteur qu'on est en prise de notes, même si c'est pour noter 3 mots. Ça montre qu'on s'intéresse. Voilà, ça montre qu'on s'intéresse. Donc je dis toujours à mes candidats, voilà, prenez une feuille, un stylo, c'est très important. Et après, voilà, les basiques, on va dire, du savoir-être, c'est se tenir droit, avoir une bonne élocution également, regarder son interlocuteur dans les yeux. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas regarder dans les yeux. Et c'est très important de regarder dans les yeux de son interlocuteur. Et après, être bien préparé, c'est montrer qu'on est bien préparé également. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à des candidats, n'hésitez pas à vous entraîner chez vous également devant un miroir. Parce que répétez-le. Comme ça, plus vous êtes préparé, mieux c'est pour l'entretien en fait. Ok. Et tu m'avais dit, pour les éléments que tu envoyais à tes candidats, c'était, tu disais, donc analyser la fiche de poste, le site de l'entreprise pour avoir quelques éléments. Et tu disais aussi poser des questions sur la fiche de poste. Mais tu vois, il y a beaucoup d'étudiants, ils ne vont pas forcément savoir comment poser des questions. Donc, est-ce que tu aurais des pistes, tu vois,
Sur quel aspect on peut poser des questions quand on a une fiche de poste et qu'on doit les poser en entretien? Alors déjà, je pense qu'il faut commencer par les questions vraiment techniques Ok. dans la fiche de poste. Typiquement, si un candidat il arrive et qu'il pose déjà des questions sur les horaires, et sur la pause déjeuner et sur la cantine, Ah, c'est clair. il donne déjà une très mauvaise image de lui-même. Ouais, c'est clair. Ça peut être des questions qui peuvent être posées en discussion si vraiment... Il y a un bon. Après, pour moi, c'est vraiment pas Ouais, utile de poser ce genre de questions parce que pour moi, ça donne une mauvaise image de soi-même. On se dit, bah, il pense que aux avantages Ouais, il et a à, pour s'amuser, ouais. se reposer plutôt qu'à travailler. Donc, Ouais. je vais peut-être pas le prendre finalement. Excuse-moi. Mais en gros, il faut déjà bien relire la fiche de poste Ouais. et poser des questions sur les missions qu'on peut ne pas comprendre. Ouais. Et même si on comprend des missions, il faut se dire, tiens, je fais ça comme ça, mais comment lui, il va faire cette mission? Donc, c'est poser des questions sur les différentes missions, mais aussi on peut poser des questions sur la journée type qu'on peut avoir dans une entreprise, sur l'organisation générale, sur la collaboration entre les collaborateurs, comment ça fonctionne l'esprit d'équipe dans l'entreprise, sur le poste. Pour moi, il faut vraiment lire la fiche de poste pour vraiment trouver un maximum de questions. Parce que plus on a des questions à poser, plus on montre qu'on s'est intéressé. Et il ne faut pas hésiter à dire que voilà, je ne comprends pas ce terme dans la fiche de poste. Est-ce que vous pourriez m'éclaircir sur ce terme-là? Au moins, la personne se dira, bah, il n'a pas compris cette mission, mais il veut savoir comment ça se passe. Ouais, ok, c'est très clair. Hop. Et donc voilà. Et est-ce que tu recommandes d'envoyer un mail après l'entretien? Oui, pour moi, il faut envoyer un mail. Alors, il ne faut pas que ce soit too much dans le mail. Ouais. Pour moi, un bon mail après entretien, il doit être allé entre 4 et 5 lignes, grand maximum. Je vous remercie de m'avoir reçu. Tu redis très bien que tu es motivé par le poste. Tu peux dire 2-3 choses qui t'ont motivé dans le poste, mais pas plus. Okay. En gros, il ne faut pas que ce soit un roman, parce qu'après, ça va passer pour une personne qui en fait trop pour le poste. Et il faut rester dans cette position de « je vous remercie juste de m'avoir rencontré. Je suis aussi en période de réflexion. Le poste me motive. Point final. » Okay. Et autre question, tu vois les alternants ou les étudiants de manière générale, souvent ils se demandent qui est généralement présent durant les entretiens. Est-ce que c'est que les RH ou est-ce qu'il y a un manager, etc. Qui sont les personnes généralement qui sont là durant les entretiens? Ça dépend des entreprises. Ouais. C'est vrai qu'en général, il va y avoir un premier entretien RH qui se fait. C'est ce qui se fait le plus couramment dans les différentes entreprises. Ouais. Pour vraiment tester le savoir-être et voir si la personne a envie de travailler et est très motivée. Et après, on est vraiment sur l'entretien technique. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un entretien où on va vraiment rentrer dans la fiche de poste, parler des missions, voir si le candidat est intéressé, si ça match également au niveau des missions et s'il peut nous apporter quelque chose en tant qu'entreprise. Ok, très clair. Et autre question, c'était... Vu que toi, tu es dans le domaine du recrutement, selon toi, quels sont les secteurs les plus porteurs en termes d'offres de CDD et de CDI? Aujourd'hui, le tertiaire, c'est beaucoup recherché. Bah, le commerce, commercial itinérant, commercial sédentaire, c'est très recherché. En banque, je travaille aussi avec un partenaire bancaire qui recherche beaucoup de conseillers particuliers. Ouais. Typiquement les conseillers qu'on peut avoir au téléphone pour la gestion de nos finances. Ouais. La logistique, mais là, plus sur des contrats en intérim, c'est très recherché. Typiquement Amazon, Mondial Relais sont beaucoup en recherche de manutentionnaires, de préparateurs de commandes, de caristes avec les casses, les chariots élévateurs. L'industrie, énormément. Industrie, en plus, il y a énormément de filières, aéronautique, agroalimentaire, dans la gestion des déchets. C'est énormément recherché. Je sais qu'aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de postes en industrie encore à pourvoir. En aéronautique aussi, sur des postes d'ajusteur-monteur où c'est des profils très qualifiés et très difficiles à trouver sur le marché. Mais pour moi, ce sont vraiment les domaines où il y a le plus de recherche actuellement. Et selon toi, quelles sont les compétences les plus recherchées par les recruteurs en général? Par rapport à un secteur ou... Plus, je dirais, au niveau des soft skills du style autonomie, etc. Pas forcément technique, mais plus en termes de savoir-être, de soft skills. Bah aujourd'hui, les entreprises, elles recherchent beaucoup des personnes qui vont... Parce qu'en fait, on est vraiment dans une entreprise où déjà l'humain, on va dire que c'est très aléatoire. Ouais. C'est très aléatoire, un être humain, on ne sait pas comment il va réagir. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'ils vont rechercher, c'est vraiment au niveau du savoir-être, une personne qui a un bon esprit. C'est-à-dire que quand elle va arriver à avoir un bon esprit d'équipe, elle va se donner dans son travail, elle ne va pas se contenter de faire le minimum.
la ponctualité, je le redis, c'est le plus important. Être à l'heure à son travail, pour moi, c'est non négociable. Donc pour moi, vraiment, c'est vraiment la ponctualité, le sérieux au travail, la capacité à être autonome également est très très importante aujourd'hui. Et être dans ces démarches d'esprit d'équipe, vouloir aller vers les autres plutôt que d'être isolé sur soi-même. Très clair. Bon, en tout cas, c'était top. Et là, on va plus s'intéresser à une partie plus fun, donc le football. Je sais que tu es un très grand fan de foot. Donc là, il y aura plusieurs parties. Il y aura une partie où je vais plus te dire, sans justifier, quel est le joueur qui est le plus fort selon toi. Et après, on aura d'autres thématiques où là, tu pourras argumenter. Okay. Donc là, j'ai commencé fort. Pour toi, c'est qui le plus fort entre Xavi et Iniesta? Là, c'est dur. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais je répondrais plutôt Iniesta. Ouais, je suis d'accord sur ça. Le plus fort entre Ronaldo le Brésilien et Ronaldinho. Là, c'est dur. Arrêtez du Barça. Ah, les deux, ils ont fait le Barça de toute façon. Je dirais que les deux sont exceptionnels. Ouais. Mais Ronaldinho a plus marqué l'histoire du football. Okay. Que Ronaldo. Ouais. Et pour toi, qui est le meilleur défenseur entre Puyol et Ramos? Là, je serai là. Même si j'adore Carles Puyol, pour moi, Ramos, c'est une référence à son poste dans l'histoire du football. Oui, c'est une référence. Okay. Pour toi, qui sera le plus important entre Pedri et Lamine Yamal? Pedri. Je suis d'accord aussi. Dernière question, dans ce style-là en tout cas. Pour toi, qui a le plus de chances d'avoir le ballon d'or cette année entre Rafinha et Yamal? Je pense que Rafinha a plus de chances d'avoir le ballon d'or que Lamine Yamal cette année. Ok. Donc là, maintenant, j'ai fait plusieurs thématiques. C'est un peu des prédictions. Donc on a 3 thématiques. Ça va être la Champions League de cette année, le Ballon d'Or 2025 et la Coupe du Monde 2026. Donc là, tu auras un peu plus de temps pour argumenter. On a environ 5 minutes en tout pour ces 3 thématiques. Donc première question, qui va gagner la Ligue des Champions cette année? Là, c'est filmé, donc... En gros, si je donne une réponse et qu'à la fin, l'équipe ne gagne pas, tu me la ressortiras début juin en me disant « Anthony, tu t'es planté là ». Mon cœur parle pour le FC Barcelone, je pense, cette année. Je pense que Alors après, j'ai pas envie de m'avancer, évidemment, parce que je pense que pour moi, il y a 2 favoris qui se dégagent. Peut-être 3. Par la force de l'habitude, mais je les mets quand même dedans. Mais pour moi, si je dois faire un classement sur les 3 favoris, je dirais le FC Barcelone en premier, le Paris Saint-Germain en deuxième et le Real Madrid en troisième, pas parce qu'ils ont la meilleure équipe collectivement, mais parce qu'ils ont les meilleures individualités au monde actuellement en termes d'attaque. Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que le Barça, s'ils n'ont pas d'accident, ils auront en finale. Après l'Inter, ils sont solides, mais je pense qu'ils iront en finale. Après, moi, je pense que ça va dépendre de qui ils ont en finale. Je pense que le pire adversaire serait le PSG. Je ne sais pas pourquoi. Je suis d'accord. Honnêtement, je suis assez d'accord. Parce qu'aujourd'hui, Barcelone et le PSG, le Barça et le PSG, si on préfère, sont les équipes qui ont un petit peu un jeu de football assez similaire. C'est ça. Basé sur la possession, ultra offensif. Alors, je pense que ce serait un match spectaculaire. À mon avis... Ce serait un match où on aurait beaucoup de buts entre les 2 équipes les plus offensives d'Europe actuellement. Oui, je pense que ça partirait sur un 3-3, 4-4. Mais oui, je pense que le PSG, c'est l'équipe qui peut la plus mettre en difficulté le FC Barcelone aujourd'hui parce qu'en plus, ils ont cette capacité à être très forts en transition rapide. C'est ça. Et c'est vrai que Barcelone a souvent tendance à... Il est blessé là. Ouais, il va revenir. Je crois que la blessure n'est pas grave, je suis rassuré. Il sera là pour la Ligue des Champions, il sera là pour les matchs importants. C'est notre meilleur défenseur, donc heureusement. Ce que j'allais dire, les contres là. Mais oui, c'est. Alors après, le PSG n'est pas une équipe infaillible. J'ai regardé bon nombre de leurs matchs. Ils ont un petit peu les mêmes défauts que le Barça. C'est une équipe très haute et en transition rapide, typiquement, ça peut se faire avoir. Exactement. Ouais, c'est pour ça que moi je pense que. En tout cas, là c'était en prédiction, mais je pense le Barça en 1. En fait, ce qui est bizarre, c'est que je pense que
paradoxalement, si le Real passe Arsenal, pour moi, le pire adversaire du PSG, c'est le Real Madrid. Parce que quand je regarde Liverpool, tu vois, ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas su concrétiser. Parce qu'en vrai, le match retour, Oui, ils ils avaient auraient l'occasion. pu. Ils avaient large l'occasion. Et tu vois, Mbappé, s'il a ces occasions-là, en tout cas, s'il a cette forme-là, il les met. Et, mais je pense qu'aussi le PSG, le pire adversaire, c'est le Barça aussi. Parce que je pense que si c'est le Bayern ou l'Inter, ils vont gagner. Donc ouais, je mettrais PSG en 2. Après, je préfère que le PSG gagne, mais je vois plus le Barça gagner. Ouais, je vois Barça, PSG, Real Madrid pareil aussi. Et Ouais, en pour quatrième, je vois bien l'Inter. Moi, l'Inter, Ouais, j'ai une hésitation Ils sont avec, solides, avec peut-être Arsenal. Barça, je pense qu'ils vont. Mais Arsenal, Ils ils vont descendent affronter, ils vont toujours. affronter le Real Real. Madrid. Je pense qu'ils vont dominer le Real, Ouais, c'est sûr. Contre Real. mais je pense qu'ils ne sauront pas concrétiser. Ouais, Et que ils justement, le sont Real trop sera... immatures. Arsenal, ils sont. Malheureusement, c'est une équipe tout le temps. Ils nous déçoivent à la fin. Je sais pas. Oui, mais moi je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont vraiment dominer le Real Madrid sur les Ils vont deux prendre des matchs. contres. Mais le Real saura finir là où Arsenal ne saura pas C'est finir ça. ses occasions. Quoi. C'est ça. Exactement. Et maintenant, est-ce que je peux te donner ton top 3 du Ballon d'Or 2025 selon toi? Donc, si Ah, le Barça c'est- gagne la Ligue des Champions, normalement. Si je dois donner un top 3 pour cette année, déjà moi en top 1, j'ai une hésitation entre deux joueurs. Hmm. Entre Rafinha et Pedri, j'ai du mal à me Ouais. décider qui doit avoir le ballon d'or aujourd'hui, Hmm. parce que les deux font déjà une saison exceptionnelle. Hmm. Alors peut-être que je le donnerais plus à Rafinha pour l'aspect plus... le caractère décisif. Ouais. Parce que Rafinha, il a été décisif sur tous ses matchs de Ligue des Champions. Depuis le début de la saison, il a soit marqué ou fini pas décisif à tous ses matchs de Ouais. Ligue des Champions. Ouais. C'est ça qui est assez impressionnant. Ouais. Il a marqué les esprits sur de grands matchs. Hmm. Face au Real Madrid en Classico, Ouais. il a fait de grandes choses. Face au Bayern en Ligue des Champions, il a marqué C'est vrai. un triplé. Ouais. Donc pour moi, je mettrais Rafinha en premier. Si vraiment ils vont au bout de la Ligue des Champions, Rafinha, pour moi, vraiment, il est légitime pour avoir le Ballon ballon d'or. Ouais. C'est pas le joueur le plus talentueux au monde, C'est clair. mais c'est le joueur le plus décisif au monde Actuellement, actuellement sur le début de la saison. C'est celui qui a fait le plus de choses décisives dans les grands matchs. Dans les grands matchs, c'est vrai. En deuxième, et ça peut surprendre, Ouais. je pense que je mettrais Ousmane Dembélé. Ok. Même si sa première partie de saison n'est pas aboutie, Mais là, aujourd'hui, il est- ouais. son niveau est vraiment hors norme. C'est clair. Grâce à Luis Enrique qui l'a mis dans une position, une nouvelle Axel, ouais. position. Mais pour moi, ouais, il est légitime à être au minimum dans le top 3 Ballon d'Or. Ok. Et en troisième, au départ, je mettais Salah. Non, c'est bon. Là, Mais au il est final- éliminé, là. Au final, Salah, j'ai été un peu déçu. Moi, je suis pas surpris. J'ai été un peu déçu au final. Et pour moi, il n'est même pas à sa place dans même Ah, mais peut-être là, peut-être cinquième. Allez, peut-être. Et encore, je suis même C'est pas mort. sûr. Pour moi, le troisième, ouais, peut-être Pedri ou Lamine Yamal, ils peuvent taper cette place. Ouais. Peut-être plus Pedri. Ouais, moi, je pense que. Après, c'est mon cœur de Barcelonais qui Ouais, parle beaucoup j'allais dire, aussi, donc il y a c'est trop- il y a difficile trop de d'être Barcelonais, là. d'être objectif. Des fois, c'est difficile d'être objectif. Moi, tu vois, moi, je pense, le Barça, je regarde quasiment tous leurs matchs. Pour moi, le joueur le plus important, c'est Pedri. Et d'ailleurs, depuis qu'il est revenu en forme, le Barça a plus de stabilité, alors qu'avant, c'était des coups d'éclat, etc. Mais tu vois, les gens, ils votent trop dans l'image. Et tu vois, Yamal, moi, je regarde ses matchs, hein, il est pas constant du tout. Mais il va Il a faire une une aura. action de fou, tu vois. Je te jure, mais il met une frappe. Tu vois, il marque pas beaucoup de buts, mais quand il marque, c'est toujours spectaculaire. Oui, c'est tu vois. toujours un caractère décisif. Et ouais. moi, j'ai peur que ça fasse comme la France à la Coupe du Monde 2018. En fait, il n'y a pas de leader qui ressort du Barça. Tu as Lewandowski, tu as Rafinha, tu as Pedri, tu as Lamine Yamal, Koubarsi, même Koundé qui fait des sacrés matchs. Donc moi, j'ai peur que tu vois, ça fasse un peu une Coupe du... Même l'Espagne en 2010, quand ils gagnent la Coupe du Monde, où ça s'éparpille et Messi prend la place. Moi, je pense que si un joueur qui peut prendre le ballon d'or, c'est Yamal. Parce qu'en fait, le côté spectaculaire, tu vois, les pays qui ne regardent pas tous les matchs, ils connaissent pas. Bon, ils connaissent Rafinha, mais à peine. En vrai, c'est limite. Tu vas au Sénégal, je suis pas sûr qu'ils connaissent tous Rafinha. Mais Yamal, tu vois, tout le monde le connaît. Il a 17 ans. Il a marqué Oui. à l'Euro. C'est vrai qu'il marque les esprits à Et je chaque pense fois. même que le Barça va plus faire campagne pour lui que pour la Rafinha. Tu vois. Mais si on suit la logique, moi je suis d'accord. Je serais plus étant... Moi je pense que Yamal, il est pas encore prêt. Et ce serait pas bon pour lui qu'il gagne tout d'un coup. Oui, je suis Ce assez serait un peu d'accord. trop Je ballon pense d'or qu'il a à le temps 17 de. ans, ouais, ce serait un peu trop. Un peu comme Messi qui prenne un peu son temps. Après, moi, dans les prédictions, je pense que si le Real Madrid va en finale,
Ça serait un joueur du Real Madrid qui aura le ballon d'or. Je miserais plus sur Mbappé. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, le Barça, il y aura dispersion des voix. Et bon, après, Vinicius, il peut se rêver, hein, on sait jamais. Oui, hein, il peut arriver en Ligue des Parce Champions. qu'actuellement, c'est vrai que Vinicius, il est pas très constant. Mais pour moi, tout va jouer au niveau de la Ligue des Champions. Mais j'ai quand même me mouiller. Moi, je vois une bataille entre Rafinha et Mbappé. Voilà. Moi, je vois bien, je sais pas dans quel ordre, mais Rafinha, Mbappé, Pedri, Yamal, je les vois dans le top 4. En cinquième, peut-être quand même Salah, parce qu'il a fait une sacrée saison. Mais tu vois, même Harry Kane aussi, je pense que si le Bayern va loin, Oui. il sera pas loin des Oui, top 5. il sera bien classé. Arsenal, il n'y aura personne qui sera dans le top 5, même s'ils vont en finale. Malheureusement. Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de joueurs qui se dégagent d'Arsenal, c'est un collectif. Tu vois, t'as Odegaard, même Oui, Saka, il est blessé. Tu vois, t'as pas exactement. vraiment de C'est un très bon collectif, mais il n'y a pas ce joueur plus Non, comme mais je vois Yamal, c'est comme Mbappé. ça. Mais je vois le Barça, parce que je pense que là, le championnat, ils vont le gagner, franchement. Et s'ils gagnent avec des champions, c'est fini. Donc je pense, ouais, ça joue entre Yamal, Mbappé, Pedri et Rafinha. Je sais pas pourquoi il manque quelque chose. Il sera peut-être troisième. Ouais. Peut-être parce que les gens se rappellent du Rafinha d'avant. Et c'est qu'il a fait avec l'Argentine. Là. Ce qu'il a fait avec l'Argentine, je pense que ça Il l'a pas aurait pas aidé. dû parler, C'est ouais. vrai que je n'ai pas du tout cautionné le comportement. J'étais un petit peu déçu de Rafinha pour le coup. Après, c'est Je me suis Romario dit- aussi. je me suis dit, tu fais une saison spectaculaire, T'aurais essaye dû de te taire, rester ouais. clean, Ouais, ne parle pas. il aurait- Regarde Pedri, il parle jamais, il fait son job, point. Ah, j'espère que Pedri va l'avoir. Mais Pedri, ça serait beau pour le football. Même par rapport à Xavi Iniesta, il va prendre la revanche. Parce que Il est fort, hein. Pedri, c'est pas un joueur de stats, moi je l'appelle souvent l'horloger. Ouais, il est fort. Parce Ah, que il est c'est fort. lui qui dicte le rythme du Barça. Non, il est fort. C'est- Il est fort, il est fort. Sans lui, le Barça Ouais. n'est pas le même, hein, Non, très c'est clairement. clair, c'est clair. Et dernière question avant de conclure. Là, en rapide, qui va gagner la Coupe du Monde 2026 ? Tu peux dire le top 3. On va dire. Top 3, je dirais l'Espagne en premier. Mm. J'avoue que sur les dernières compétitions, j'ai pas souvent senti l'Espagne Ouais. au niveau, à part au dernier Euro. Je dis, l'Espagne, personne ne les attend, mais à mon avis, avec le duo Lamine Yamal et Nico, et c'est ce qui s'est passé, Ouais. ils ont tout rappelé du coup. Ouais. Et pour moi, l'Espagne, je la mets en top 1 Mm. parce qu'ils ont le plan de jeu le plus abouti au D'accord, monde ouais. actuellement. Je suis d'accord. Ils ont des joueurs jeunes et à la fois expérimentés. Mm. Lamine Yamal, il va arriver à la Coupe du Monde avec la même dimension qu'il est arrivé à l'Euro, donc il va vouloir aller un peu plus loin. Il a dit dans les interviews qu'il attendait la Coupe du Monde 2026 avec la plus grande impatience également. En deuxième, je mettrai encore l'Argentine. Parce que pour moi, c'est une équipe qui s'est beaucoup plus renforcée qu'à sa dernière Coupe du Monde. Ouais, Je pensais justement qu'ils allaient plus régresser, mais au final, par rapport au développement de certains joueurs, Alvarez, De Paul, Enzo Fernandez est toujours dans l'équipe, même si c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement pour sa mentalité, mais ça reste quand même un bon joueur. Défensivement, ils se sont un petit peu améliorés. Ils ont toujours Emiliano Martinez, qui est pour moi top 3 des meilleurs gardiens au monde, même s'il peut avoir un caractère détestable. Non, il est fort. Il reste à un niveau hors norme. Et en troisième, c'est une bonne question. Peut-être que je mettrai la France. Après, c'est mon cœur qui parle. Peut-être que je mettrai la France, mais la France, je garde un doute dans le sens où, dans le plan de jeu, je trouve qu'on est moins préparé que les autres équipes. On n'est jamais préparé. Même si on a une équipe incroyable avec des attaquants incroyables. Ouais, on n'est jamais préparé de toute façon. Ouais, moi, de base, j'ai le même top 3 que toi. Mais je vois pas l'Espagne gagner. Pourquoi ? Parce que je sais pas pourquoi, dans ma tête, pour moi, Yamal, il va être le meilleur joueur du monde. Il va être le Messi 2012 en 2030. Je sais pas pourquoi. Et je me dis que le Barça, il va être le Barça, parce que c'est le Barça qui alimente beaucoup l'équipe. L'Espagne, ils vont être au sommet, tu vois, en 2030. Moi, je les vois bien aller en finale ou demi-finale, l'Espagne. Parce que tu vois, je trouve, s'ils tombent sur l'Argentine, avec tu vois, leur vice et tout, tu vois, le Barça, il joue bien contre des équipes qui veulent essayer de jouer ou qui veulent leur tenir tête. Mais je pense qu'une équipe comme l'Argentine qu'on a eu à la France en 2022, qui rentre dans les duels, qui rentre dans la tête, ils sont un peu jeunes encore dans la tête, je trouve. Oui, les ils ne sont pas Espagnols. encore à pleine maturité. Par contre, si c'est France-Espagne ou Espagne-Brésil, là, l'Espagne, elle va dérouler. Mais je pense que s'ils rencontrent des équipes, tu vois, qui ont du vice, comme l'Espagne, Comme l'Argentine. l'Espagne, comme l'Argentine, ça peut... Mais du coup, moi, je vois bien l'Argentine en 1, l'Espagne en 2, et moi, je vois bien l'Angleterre en 3. Moi, la France, je l'ai mis en 4e. Tout va dépendre de Mbappé. L'Angleterre, j'y pensais, ouais. L'Angleterre, Bellingham, il va arriver, il aura 22 ans.
Saka, ils ont une bonne génération. Puis ils ont Ils aussi vont- un très bon coach Ouais. qu'ils ont mis en sélectionneur. Et ils sont Thomas toujours en Tuchel. finale. Toujours Euro, ils ont fait finale. Ils sont en demi-finale en 2018. Bon, là, ils ont perdu contre la France là, en 2022. Ouais, mais pour moi, ils étaient meilleurs Voilà, que la France. ils étaient meilleurs que nous, hein, oui, c'est vrai. Largement meilleurs. C'était la meilleure équipe pour moi du tournoi. Donc, moi, je pense que l'Angleterre, on ne peut pas les enlever. Ils sont toujours en Oui, demi-finale. pour moi, ils ont une carte à jouer. Et la France, ça va dépendre de Mbappé. Je les vois en outsider en 4e. Parce que Coupe du Monde, Mbappé, 2 Coupes du Monde, 2 finales. Donc, je me dis, Ouais, il c'est peut... son terrain. Et en plus, il va arriver à son prime. Hein. Ça va être... Normalement, ça doit être sa Coupe du Monde. Quoi. Ça veut dire, après, pour moi, c'est l'air Yamal qui va... Normalement, c'est Yamal qui va tout prendre. Donc, pour moi, ça... le Brésil, je ne compte pas sur eux. Brésil, pour Neymar, moi, je crois pas trop. Je pense que c'est peut-être que c'est générationnel aussi. Peut-être que le Brésil a beaucoup moins de joueurs. mort. Ouais, ils sont morts. Aujourd'hui, au Brésil, à part les Rafinha et Vinicius. Et encore, tu le vois, c'est reste, triste. Hein, mais à l'époque, ils auraient même pas été, ils auraient été sur le oui. banc. Hein. Ah non, ils seraient peut-être même pas sélectionnés. Ah non, c'est clair. Après, c'est la chance de chacun. C'est comme je disais, pour conclure, tu vois, mais Yamal, la chance qu'il a eue, c'est que Dembélé soit parti, que. En fait, il y avait que lui qui devait jouer. Tu vois, s'il y avait à l'époque, quand il y avait les Eto'o, les Henry et Yamal, il aurait éclos bien plus tard. Mais en fait, là, c'est le fait que le Barça, avec des soucis financiers, bah, Oui, ils n'avaient pas le choix, en fait. les circonstances sont Ah oui. favorisées, c'est sûr. Regarde, s'ils avaient l'argent, ils auraient pris Nico Williams, Rafinha et. Il aurait Il pas serait- eu. En fait, ça joue à des détails le foot. Hein. Alors qu'aujourd'hui, pour rien au monde, je te change c'est pas la même chose. Rafinha pour Nico Comme Williams. Comme quoi. Ouais. Après, c'est deux profils différents. pour le Ouais, coup. mais bon. Mais Rafinha, tellement- il a un caractère décisif. Non, franchement, ouais, comme quoi. Hein. Comme Ansu Fati n'a pas eu cette chance, mais bon, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Franchement, je pense que c'était hyper intéressant, hyper instructif. Et bah, on te souhaite d'être le meilleur consultant en recrutement du monde, pas de France. Et on fera un autre épisode à ce sujet-là. Donc, merci. Je sais pas si tu as un dernier mot ou un dernier conseil à faire passer aux jeunes. Déjà, moi, merci beaucoup, Pierre, de m'avoir prie. reçu ici. C'était avec plaisir. Je t'en prie. Tu m'as proposé, je savais pas dans quoi je me lançais. Je dis, bon, je vais aller, ça peut être sympa, allons-y. Donc, merci beaucoup. L'échange était vraiment très, très constructif et très intéressant. Et si ça peut permettre à des gens également de les aider dans leur démarche, Ouais, je pense que c'est sûr. c'est pour moi un réel plus. Après, ce que je peux conseiller aujourd'hui, donc je vais plutôt dire aux étudiants qui recherchent une alternance, et c'est comme ce que j'ai dit au début, c'est de surtout pas lâcher, ne jamais se dire que c'est terminé. Faut continuer à chercher à fond. Et plus on donne d'efforts, dans ce qu'on fait, plus on finit par trouver au final. Ne lâchez rien. Voilà, ne lâchez jamais rien. Parfait. Merci. Non, c'est fini. Ah, c'était cool.